Faut-il investir dans un leader de la côte parisienne? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec les entreprises qui vont nous intéresser dans cette vidéo. Donc là, je continue de passer en revue les entreprises du CAC 40. On s'était arrêté à Orange dans la vidéo précédente. Là, on continue avec Legrand, Stellantis, Capgemini, Publicis, Michelin, Pernod Ricard, Veolia, Kering, ArcelorMittal et ST Microelectronics. Je vous ai préparé une watchlist. Comme d'habitude, on passe en revue les colonnes de la watchlist. On est sur le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise ici, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, on l'a pas en euros dans cet écran, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, donc valeur entreprise sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court-free cash flow, le ratio de valorisation par rapport aux actifs. Donc là, ce qui va nous intéresser, ça va être par exemple Stellantis, qui a une décote, ArcelorMittal, on en parle après. La rentabilité en termes de rendement des capitaux investis, on n'a pas de financière, donc on va mettre de côté le rendement des fonds propres. L'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou potentielle dilution, free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio. Le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices qui est versée en dividende, mais le dividende se paye avec le free cash flow, donc il faut qu'il y ait à minima une équivalence entre les free cash flow et les bénéfices nets pour que ce payout ratio ait un sens. On commence avec la première entreprise de cette liste. On est sur Legrand, donc le spécialiste des équipements électriques, 32 milliards de dollars de market cap, 5,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est plutôt moyen, plutôt même moyennement, raisonnablement élevé comme croissance. Donc c'est bien, mais des multiples qui sont quand même un peu chers, hein. On a 16 en VE sur EBITDA, 25 en ratio court-bénéfice, 22 en ratio court-free cash flow. Ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les free cash flow. Ce sont plutôt les free cash flow, puisqu'on est sur une société qui dégage du flux. Donc, on a un multiple à 22, ce qui est relativement cher, hein. Je vous rappelle mon échelle. En price to free cash flow, pour moi, on est value en dessous de 10. On est raisonnable jusqu'à 15. Et au-delà de 15, on commence à être un peu cher. On a vraiment des capitaux investis qui est à 10%, donc ça, c'est intéressant. 1,4 fois l'EBITDA en dette nette. Pas trop de dettes à signaler, c'est gérable. 2% de rendement du dividende, il y a potentiellement un peu de dilution. Donc potentiellement parce que ça peut être des actions qui sont remises en circulation depuis l'autocontrôle ou des nouvelles actions créées, donc ça, il faut aller vérifier. On a un payout ratio à 46% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc on a de la marge pour verser ce dividende, on va pouvoir l'augmenter même un petit peu. Donc le grand, moi je trouve ça un peu cher à ce prix-là quand même s'il y a un peu de croissance et que c'est qualitatif. Stellantis, on est sur l'automobile, secteur sinistré en Europe à cause de la véhicule électrique et de la concurrence chinoise. On est sur 29 milliards de dollars de market cap, 22% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, je pense que ça inclut la période exceptionnelle post-déconfinement où les prix ont fortement explosé sur l'automobile. Maintenant, on est en phase de normalisation, la croissance n'est plus du tout à ce niveau-là. Les multiples le reflètent d'ailleurs, on a 2,7 en VE sur EBITDA, c'est vraiment pas cher. 5,3 en ratio court-bénéfice. On n'a pas de free cash flow négatif, donc ça c'est un problème. Et à quoi c'est dû? Est-ce que c'est une dépense en capital ponctuelle ou structurelle? Il faut vérifier. Du coup, on a 40% de décote sur actifs tangibles sur Stellantis. Donc là, marge de sécurité. Maintenant, le secteur est trop difficile pour moi pour que je m'y intéresse. 6,3% vraiment des capitaux investis. C'est pas extraordinaire comme rentabilité. Une fois les EBITDA en dette nette, c'est gérable. 7,5% en rendement du dividende. 27% de rendement de l'actionnaire. Il faut voir ce qui se cache derrière ceci parce que ils ont potentiellement racheté massivement des actions pour les annuler. Mais bon, il faut vérifier quand même qu'on est vraiment, si on est vraiment à ce niveau-là, parce que c'est quand même colossal, hein. Free cash flow négatif, donc ce rendement de l'actionnaire n'est pas du tout soutenable, on sera endetté pour le verser. Allez, ensuite on passe à Capgemini, donc l'ESN numéro 1 en France, 28 milliards de dollars de market cap, 9,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est plutôt bon. Maintenant, les 2 dernières années sont plutôt en ralentissement sur Capgemini, donc c'est normal qu'on ait des multiples qui sont historiquement bas. 9,6 en VE sur EBITDA, 16,9 en ratio court-bénéfice, 12,3 en ratio court-free cash flow. Donc ça, c'est pas très cher, hein. On n'est pas value, mais on est raisonnable sur la valorisation. Et c'est surtout une entreprise qui, en ce moment en tout cas, génère du flux puisqu'on n'a pas de croissance. Donc il n'y a pas forcément besoin de réinvestir dans la croissance pour la croissance future. Donc pour l'instant, on dégage du free cash flow sur Capgemini. Donc on a un petit de 12,3, ce qui n'est pas très cher payé. 10% rendement des capitaux investis. C'est pas une industrie ni une boîte qui est capital intensif, hein, donc c'est normal qu'on ait une bonne rentabilité. Une fois l'EBITDA en dette nette, ça c'est pas trop lourd. 2,3% de rendement du dividende, ça commence à être intéressant. 4,2% de rendement de l'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions potentiellement pour annulation ou pour attribution en plan de rémunération, actions gratuites, etc. Donc, à voir ça. À voir s'ils annulent vraiment leurs actions.
On a un PE ratio à 35% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc ils peuvent encore monter le dividende, hein, sans problème. À mon avis, ils préfèrent acheter des actions plutôt que de monter le dividende parce que acheter des actions, c'est pas engageant, contrairement au dividende qui est souvent engageant. Et quand il y a des baisses de dividendes, le cours de l'action s'écrase complètement. Capgemini, moi je pense que c'est intéressant à ce niveau-là. Publicis, on est sur le leader français de la publicité. 27 milliards de dollars de market cap, 7,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Plutôt bon, hein, comme croissance. Après, c'est la croissance externe, hein, surtout. La croissance organique est beaucoup plus faible. 9,3 en VE sur EBITDA, 16 en ratio co-bénéfice, 13 en ratio co-free cash flow. Pas très cher payé. On génère du flux plutôt sur Publicis, hein, vu que c'est une société qui est mature. On a un rendement des capitaux investis à 11%, excellent. Après, il n'y a pas de capital, hein, en fait, sur ce genre d'activité. C'est surtout de l'intelligence humaine. Donc, c'est normal qu'on soit très rentable. 0,5 fois les EBITDA en dette nette. Donc, en plus, ils arrivent à se désendetter assez rapidement. 3,8% de rendement du dividende, à peu près pareil en rendement d'actionnaire. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Franchement, bonne rémunération d'actionnaire à ce niveau. On a un PE ratio qui est à 51%, mais free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc pas de problème, hein. C'est soutenable à ce niveau-là. Publicis, pareil, hein, c'est un bon petit dossier qualitatif. Ça se regarde pour qui veut du dividende et des entreprises raisonnablement valorisées. Ensuite, on est suivant Michelin, fabricant de pneumatiques français, 27 milliards de dollars de market cap, 2,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il n'y a pas de croissance dans ce secteur, il y a une très forte concurrence asiatique, notamment. Donc c'est normal que les multiples soient assez bas, hein. 5,8 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher payé quand même. 14 en ratio co-bénéfice, 10,7 en ratio co-free cash flow. Voilà, on est raisonnablement valorisé, voire value, hein, sur Michelin. On a 9,4% de rendement des capitaux investis. Je pense que c'est quand même capital intensif ce genre de boîte, donc moi je trouve que c'est une rentabilité qui est tout à fait bonne, hein. 0,6 fois les EBITDA en dette nette, très gérable. 4% de rendement du dividende, excellent. 5,5% de rendement d'actionnaire. Donc il faut voir si derrière ils annulent les actions, mais c'est déjà intéressant à ce niveau-là quand même, hein. On a un PE ratio à 51% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc on peut verser ce dividende sans souci. Bonne petite boîte. Maintenant, évidemment, c'est très cyclique, hein, mais la valorisation reflète cette cyclicité. Donc, si vous prenez du Michelin, vous ne payez pas très cher, hein, quand même, pour un dividende qui est quand même assez intéressant. Ensuite, Pernod Ricard. Donc, on est sur les spiritueux, un secteur en difficulté. Malheureusement, j'en ai fait des frais et j'ai moins valu. Donc, j'ai liquidé pas mal de mes actions sur Pernod Ricard, mais il m'en reste une pour continuer à suivre le secteur. Pour l'instant, la reprise n'est pas encore au rendez-vous. 26 milliards de dollars de market cap, 4,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça inclut la grosse baisse de 2020-2021 et la forte reprise 2022-2023. Et maintenant, on est en normalisation, hein, donc on est plutôt sur une croissance faible, hein. Les multiples restent chers, en fait. On a 12 en VE sur EBITDA, 23 en ratio co-bénéfice, 23 en ratio co-free cash flow. C'est quand même assez cher payé alors qu'on est en bas de cycle et qu'on est plutôt en souffrance sur le secteur. 6,7 en rendement des capitaux investis, c'est pas incroyable. 2,8 en 2,8 fois les EBITDA en dette nette, c'est élevé, hein. Donc ça, du coup, il y a des charges d'intérêt assez élevées sur Pernod Ricard. 5,2% de rendement du dividende, mais il n'est pas du tout soutenable à 110%. Donc je pense que à l'Assemblée générale, les actionnaires, s'ils sont sages, en tout cas, ne voteront pas le dividende, hein. Il y a un acompte qui a été versé, mais à la suite du dividende, le reste, le solde, j'espère qu'il ne sera pas voté parce que ça va mettre en péril les finances du groupe. Donc plutôt à l'écart de Pernod Ricard. Ensuite, on est sur Veolia, donc une utilities, traitement de l'eau et autres, hein, donc service aux collectivités. C'est une quasi-obligation, puisqu'on est sur une boîte qui a très bonne visibilité sur ses cash flows futurs et donc qui est assez peu volatile. La croissance du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans, il y a 10,5. Ça inclut, je crois, la fusion avec Suez, hein, donc il faut vérifier. On a 7,3 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher payé. Le multiple de PE, il est intéressant, mais il n'est pas important, puisqu'en fait, on est sur une boîte qui génère structurellement des free cash flow. Donc on a 12 en presque cash flow, c'est pas très cher payé. En rendement des capitaux investis à 5,6, donc c'est assez peu rentable quand même, hein. C'est très capital intensif, toutefois, donc il faut l'avoir en tête. 2,9 fois les bilan en dette nette. Est-ce que c'est un problème à ce niveau? Pas vraiment, c'est une société qui a beaucoup de visibilité, donc elle peut s'endetter jusqu'à 5 fois les bidas avec des taux avantageux, hein, puisqu'elle a une bonne visibilité sur ses cash flows futurs. 4,6 en rendement du dividende, c'est assez intéressant à ce niveau. Toutefois, on a un peu de dilution potentiellement à vérifier parce qu'on a un rendement d'actionnaire à 4,6%. Il faut vérifier si ça vient de l'autocontrôle ou si ce sont des nouvelles actions qui sont émises. Un PE ratio à 89%, mais les free cash flow sont double des bénéfices nets. Donc en fait, c'est soutenable, hein, ce niveau, hein, le dividende. Donc Veolia, plutôt défensif, une quasi-obligation. Voilà, ça peut être intéressant dans ce sens-là, hein, donc pour un rentier uniquement. Ensuite, on est sur Kering, donc le numéro 3 du luxe français, et en réalité, il n'est plus vraiment dans le luxe, hein, elle est plus vraiment dans le luxe, cette entreprise, hein, puisque elle a un positionnement qui est
qui est pas très claire et elle a beaucoup de mal à monter les prix. Les problèmes avec Gucci, on est sur 24 milliards de dollars de market cap, pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, seulement 2%, donc c'est faible. Les multiples, ils restent élevés quand même, 9,1 en VE sur EBITDA. Bon, c'est pas très cher non plus, mais ça reste élevé pour une boîte qui a beaucoup de difficultés. On dégage du flux, il n'y a pas de croissance, donc 16,5 en price to free cash flow. C'est un peu cher pour la qualité de la boîte, je trouve. 5,6 en rendement des capitaux investis. Franchement, c'est pas terrible. 4 fois les bidas net, il y a trop de dettes. Il y a beaucoup trop de dettes. 3,5 en rendement du dividende. Pourquoi est-ce qu'on verse un dividende alors qu'on est aussi endetté? 7,4 en rendement d'actionnaire, il y a des rachats d'actions. Et tout ça est fait à crédit, malheureusement. Donc, Kering, encore à l'écart, c'est quand même trop compliqué à ce niveau encore. Ils vont commencer à faire des cessions d'actifs, ils vont essayer de se désendetter, mais je pense que c'est encore trop tôt, la dette est trop lourde pour l'instant. On est sur ArcelorMittal maintenant, le sidérurgiste franco-indien coté aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. On est sur 23 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Maintenant, c'est une industrie qui est très cyclique, qui est très attaquée par la concurrence chinoise, puisqu'il y a des surcapacités en Chine, donc ils peuvent inonder le marché européen, malheureusement. Donc on subit la variation des prix sur Arcelor. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt la production en volume, comment est-ce qu'elle évolue. Mais pour l'instant, même les volumes, à mon avis, sont quand même en difficulté. Alors, les multiples sont intéressants à regarder ici. On est à 5 en VE sur EBITDA. C'est pas du tout cher payé. Mais on a des multiples qui ont l'air élevés en termes de ratio coût-bénéfice et ratio de coût free cash flow. Mais, bon, structurellement, c'est une société qui doit dégager du flux. Là, elle a une dépense en capital qui est importante. Donc, elle prépare quand même, elle fait des dépenses en capital pour préparer l'avenir, d'accord? Préparer la reprise. Donc, ici, si on regarde le multiple de PE, ça peut quand même apparaître cher payé pour une boîte qui est en décroissance. Mais en réalité, sur les boîtes cycliques, ce qu'il faut, c'est une décote sur actif tangible, donc on l'a ici, 50%, et un multiple un bénéfice net qui est au ras des pâquerettes. Ce qui veut dire qu'on est complètement au fond du cycle et que l'entreprise, en fait, est décotée même par rapport à ses stocks. Et donc, en fait, vous avez une marge de sécurité quand vous rentrez à ce niveau-là parce qu'il y a la valeur des stocks qui vous protège. Donc, s'il y a une reprise du marché de l'acier, ça se passe d'ailleurs en ce moment, il y a une bonne reprise, je le vois sur Jacquet Metals, ça se passe bien. Donc, le timing n'est pas forcément mauvais pour ArcelorMittal à ce niveau-là. On est sur des rentabilités qui sont médiocres, mais c'est normal, on n'a pas de bénéfice, on est complètement en bas de cycle, mais c'est en train de repartir. Une fois l'EBITDA en dette nette, en plus, on n'est pas trop endetté en bas de cycle, donc ça, ils ont bien géré quand même l'endettement, ça c'est pas mal. 2% de rendement du dividende, là, c'est plutôt discutable. Pourquoi ils versent un dividende? C'est pas, à mon avis, très intéressant à ce niveau. On a des rachats d'actions, 5,1% de rendement de l'actionnaire, c'est quand même bien. Des free cash flow qui sont en tiers des bénéfices nets, donc on a versé en fait tous les free cash flow en dividendes. C'est pas incroyable. Donc je pense qu'il aurait valu qu'il coupe le dividende. À la limite, il pourrait faire des rachats d'actions. Mais bon, c'est pas très intéressant d'avoir un dividende. Pour moi, ArcelorMittal, le timing est pas mauvais dans une optique plutôt deep value. On est sur une boîte qui est quand même très décotée sur actif tangible. On termine avec ST Microelectronics, donc le spécialiste des semi-conducteurs français très exposé à l'automobile, malheureusement. C'est pour ça qu'elle est impactée, la boîte. On est à 22 milliards de dollars dans market cap. 6,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ça inclut le super cycle sur l'automobile. 6,7 en VO sur EBITDA, c'est pas très cher quand même. On a 21 en ratio coût-bénéfice. Ça, c'est un peu cher. Il faut voir pourquoi est-ce que les bénéfices sont impactés, parce que l'EBITDA a l'air quand même assez élevé, alors que les bénéfices sont plutôt bas. Donc peut-être qu'il y a une dépréciation, amortissement qui sont élevés. Les free cash flow sont ridicules, donc je pense qu'ils ont fait une dépense à capital quand même importante. On est sur 4,2% de rendement des capitaux investis, c'est pas terrible, peu rentable, mais on est cash net. Donc ça apporte quand même un élément de solidité au dossier. 1,6% de rendement du dividende, ça c'est ridicule, il ne devrait pas y verser de dividende, il rachète des actions. Ça à la limite, pourquoi pas, vu qu'on est sous-évalué en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, mais bon, il pourrait quand même garder les free cash flow. Le payout ratio à 28%, mais en fait, on n'a pas du tout les moyens de verser ce dividende, vu que les free cash flow sont au 10e des bénéfices nets. Donc ils auraient mieux fait de s'abstenir sur le dividende. Qu'est-ce qu'on garde dans cette liste? En tout cas, moi, qu'est-ce que je garderais? Dans une optique plutôt croissance, on peut prendre du Legrand. Dans une optique plutôt qualité, avec une reprise de la croissance, Capgemini. On va dire plutôt une optique qualité à prix raisonnable, on pourrait prendre Publicis quand même. Dans une optique plutôt value, on peut prendre du Michelin, pourquoi pas. Dans une optique plutôt rentier, un peu de Veolia. Et dans une optique plutôt deep value, on peut prendre du ArcelorMittal. Donc dans cette tranche, vous avez quand même pas mal de possibilités en fonction de votre profil. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.